Ankehitriny ary alohan'ny hidirantsika amin'ilay adievitra an-databatra boribory dia hisy horonan-tsary ho jerentsika. Avant d'entrer à la réalisation de la table ronde, on va visionner une vidéo réalisée par l'organisation de la société civile qui ont préparé ce séminaire. Ho an'ny firenena iray dia isan'ny fototra hijoron'ny demokrasia sy singa andrefesana ny fanajana ny tamberana andraikitry ny mpitondra ny fahalalany olom-pireneny afantatra ahazo ary hisitraka ireo vaovao momba ny fitantatana andraram-panjakana na ilay antsointsika hoe accès à l'information publique izay izo fototra voafaritry ny lalam-panorenana. Izany dia ampisy ny fangaraharaina eo amin'ny firenena izay ampiakatra indray ny fifampitokisana eo amin'ny vahoaka sy ny mpitondra ka hitarika sy hitondra ho any amin'ny fampandrosoana tena izy sy maharitra. Toa an'ireo firenena maro mandala ny tany-tandalana, Madagasikara dia nanapa-kevitra ny hamolavola lalàna mahakasika izany, izay tokony ahitana ireto fitsipika lehibe anankidimy manaraka ireto. Voalohany ny fahafahan'ny olom-pirenena mahazo ireo atota-kevitra mahakasika ny fitantanana andraram-panjakana. Ary ny faharoa ny fahazoana valiteny amin'ny fotoana farany izay aingana. Fahatelo ny tsy ilana ny fanomezana ny antony manokana anaovana ilay fangatahana. Fahaefatra ny fahafahan'ny olona mametraka fitorinena ny fitsarana mahefa raha toa ka misy ny fandavana hanome vaovao. Ary ny fahadimy farany dia ny fiarovana ireo mpiaro ny zon'olombelona. Inona ary ny atao hoe fahafahan'ny olom-pirenena mahazo ireo atota-kevitra mahakasika ny fitantanana andraram-panjakana. Ny fanjakana dia teren'ny lalàna ampiroborobo ny fangararana, ny tamberina andraikitra ary ny fampianarana ny olom-pirenena. Misy karazany maro ny fomba hizarana ireo loharanom-baovao mahakasika ny raharaham-panjakana. Azonao atao mihitsy izany mangataka ohatra hoe ny version numérique na koa hoe version papier. Izany hoe afaka mangataka foana zany ianao na inona endrika tianao angalana ireo vaovao isan-karazany mahakasika ny raharaham-panjakana ho an'ny daholobe. Tsy adino ao anatin'izany koa ho an'ireo manana fahasembanana izay maniry ny angataka ireo karazam-baovao dia manana didy ireo tompona ndraiky mpanjakana ireo anampy araka izay azo atao ary mba hifanaraka amin'ny filany tsara ihany koa ny fangatahany. Ny loharanom-baovao sy ireo antota-taratasy izany dia azon'ny olona rehetra sitrahana mifanaraka amin'ny filany, mora vakiana tsara, mora karoina tsara ary mifanaraka amin'ny toetrandro. Inona ary ny atao hoe fahazoana valiteny amin'ny fotoana farany izay aingana. Ny fahalalana misitraka ny zo ahafantatra ny vaovaon'ny raharaham-panjakana dia manana anjara toerana lehibe eo amin'ny lafim-piainan'ny fiarahamonina na ny ara-tsosialy na ny ara-kolotsaina na ny ara-politika. Ohatra amin'izany ny torohay sy vaovao mikasika ny ara-toekarena izay sehatra mivoatra aingana dia aingana tokoa, toy ny tarehimarika sy ny statistika, ka ny tsy fisian'ny hafainganan'ny valim-pangatahana azo vaovao sy torohay ara-potoana sy mahafa-po dia sokajiana azo raisina ho sakatsakana amin'ny fahazoana misitraka izany zo azo vaovao izany. Ilaina noho izany ny famaritana iombonana, ny atao hoe hamehana avy amin'ny mpisehatra rehetra eo amin'ny fahazoam-baovao sy ny torohay satria maro sy mivelatra ny fomba mety hamaritana azy na ny interprétation. Anisan'ny fomba iray hanatanterahana izany ny fandraketana ny famaritana iraisana ao anatin'ny lalàna fampiarana na ny décret d'application. Ilaina ihany koa ny
fandaminana ny fempotoana azoana mitory ny fanapahan-kevim-panjakana mandrara na mandà ny fanomezam-baovao sy torohay, satria miankina amin'izany ihany koa ny mety any hafainganana na tsia ireo fanomezam-baovao sy torohay ireo. Inona ary ny atao hoe ny tsy ilana ny fanomezana antony manokana anaovana ny fangatahana? Rehefa miresaka an'izay zo afantatra izay dia isan'ireo foto-kevi-dehibe izay hijoroany ny foto-kevitra hoe tsy ilaina ny fanomezana ny antony anaovana ny fangatahana. Dikan'izay zany dia hoe na inona zany zavatra na ambokevitra tota-kevitra tianao angatahana ao amin'ireo tompona andraikitra isan-tokony ao anatin'ny fitondram-panjakana dia ny ataonao rehefa misitraka an'izay zo izay ianao dia mangataka fotsiny, fa tsy ilaina ny manome ny antony hoe ohatrany hoe atao inona le izy na inona ny antony angatahana le izy na hoe sy zavatra ohatran'izay zany, fa hoe rehefa mipetraka izay zo afantatra izay dia apetrakinao fotsiny ny fangatahana dia tokony azonao izay atota-kevitra rehetra angatahanao. Inona ary ny atao hoe fahafahan'ny olona mametraka fitorinena amin'ny fitsarana mahefa raha sanatria misy ny fandavana hanome vaovao? Ny lalàna dia tokony mametraka vaovao-kery ireo rafim-panjakana isan-tsokajiny amoaka ny vaovao mikasika ny raharaha-panjakana, ka raha misy ny fandavan'ny fanjakana tsy amoaka izany vaovao izany, ny lalàna dia tokony manome ihany koa zo an'ny tsirairay ametraka fitoriana eo anivon'ny fitsarana mahefa. Inona ary ny atao hoe fiarovana ireo mpiaro ny zon'olombelona? Ny zo afantatra na zo alala entin'ity hoe loi sur l'accès à l'information publique ity dia mifandray amin'ny koa amin'ny adidy ananantsika olom-pirenena hitoroka an'izay zavatra tsy mety hita ao anatin'ny fampandehanan-draharaha ny firenena. Izany hoe rehefa mahafantatra zavatra ianao, zavatra tsy mety eo anivon'ny asanao, eo anivon'ny fiarahamonina misy ianao dia adidinao manambara an'izay sy manome an'izay vaovao izay amin'ny daholobe sy amin'ireo manam-pahefana tompona andraikitra ihany koa. Ny zava-misy anefa dia eto amintsika eto Madagasikara mbola tsy misy izany lalàna miaro an'ireo atao hoe lanceur d'alerte na mpisintona lakiloso isika izay manambara an'ireo zavatra tsy mety ireo. Tena singa lehibe anankiray zany tsy maintsy ho hita ato anatin'ity loi sur l'accès à l'information publique ity izay fiarovana an'ireo mpisintona lakiloso ireo. Dia tsara ho fantatsika ihany koa fa misy volavolan-dalàna anankiray ankehitriny eo am-pikarakarana azy ny tompona andraikitra entina mihitsy hiarovana ny mpiaro ny zon'olombelona tafiditra ao anatin'izany ireo mpisintona lakiloso ireo. Fampiankina zany raha azo lazaina ireo lalàna anankiroa ireo, ka anjarantsika olom-pirenena ihany koa manaraka amin'ny fampandaniana azy ireo. Ezaka nataon'ireo firaisamonim-pirenena mikarakara izay nivondrona nikarakaran'izao seminaire izao namokatra ny noronan-tsara iny izay atao hoe mamintona ny fototra ireo lohahevitra telo lehibe izay voizina mandritra n'izao seminaire avory izao. Maninona moa ilay hoe fahazahoana vaovao no tena tsindriana mafy, satria rehefa manana vaovao marina sy mari-potitra ary afaka no adiadiana ny olom-pirenena dia afaka miditra manao ady hevitra, mitondra sosokevitra isak'izay ambaratonga misy azy, na eny anivon'ny fokontany zany, na eo anivon'ny fikambanana misy azy zany, na eo amin'izay sehatra ahafahany mitondra anjara brika ho fampandrosoana ny fiaram-pirenena.
Zay mahatonga le izy hoe ino ny foditr'ireo loha-hevitra telo fa manan-danja avokoa fa mifameno ireo loha-hevitra ireo. Rehefa afaka mandray anjara fitenenana anefa izy mba tsy atahotra ny tenin'ny marina, tsy atahotra ilaza ny heviny, satria fantany fa marina iray lonazainy ary zoany ny andray anjara eo amin'ny fiainam-pireneny. Ankehitriny tsika dia anatanteraka n'ilay ady-hevitra an-databatra boribory izay hybride ny hitondrantsika azy na mifameno ilay ara nomerika sy mivantana, satria i Gaël Borgia izao izay avy eo amin'ny INE Civicus dia amin'ny alalan'ny Zoom izy no hiditra, fa ny solotena ny FES John Ramiandrarivo dia asaiko hiroso eto aloha eto satria mivantana izy ny andray anjara. Eo ihany koa ny avy eo amin'ny EISA Ramatoa Jessica Raherinofy sy ny avy eo amin'ny ONG Ivoirary Andriamatoa Erason hiroso eto aloha eto. Izaho zany dia hifarana indray aloha ny fanentanako fa i Gaël Borgia no anentana n'izao ady-hevitra an-databatra boribory zao manomboka izao izy moa izay hiditra amin'ny alalan'ny Zoom. Maintenant, on va passer à la table ronde. Ce sera en hybride parce que Madame Gaël Borgia sera via Zoom, mais le représentant de INE Civicus sera présent ici. Le représentant de FES aussi, le représentant de FES aussi, la représentante de EISA et Monsieur Erason de ONG Ivoirary. Je vous invite à venir ici devant, s'il vous plaît. Ainsi, je passe à Gaël Borgia, la suite pour l'animation de ce table ronde, de cette table ronde. Merci beaucoup. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Bonjour à tous. On m'entend bien? Très bien. Alors, bienvenue à tous pour cette table ronde. Je suis ravie de pouvoir, j'ai l'honneur de pouvoir être la modératrice de cette table ronde. Alors, l'idée, c'est vraiment d'échanger autour de la problématique de la promotion et du renforcement de la démocratie, parce que, comme vous le savez, certains droits fondamentaux qui sont inscrits dans la Constitution malgache sont parfois mis à mal, sont parfois menacés, a fortiori en période de pandémie. Et l'idée, c'est de discuter sur ces problématiques, sur comment renforcer la démocratie à Madagascar, quel peut être le rôle des organisations de la société civile, comment créer un espace civique qui permette aux organisations de la société civile d'agir efficacement pour promouvoir la démocratie et de constituer en fait un pilier pour cette démocratie qui parfois peut être mise à mal. Donc j'espère qu'on pourra tous échanger collectivement, s'interpeller, débattre et émettre des propositions collectives pour renforcer cette démocratie et pour garantir les droits fondamentaux. Donc à travers ces tables rondes, différentes thématiques seront abordées. L'accès à l'information. Évidemment la plus fiable et la plus neutre possible. Je pense que tout le monde sait que c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. 2, l'accès aux espaces de concertation, aux structures locales de concertation. Et 3, évidemment, une des grandes thématiques majeures, c'est la protection des défenseurs des droits de l'homme. Donc, toutes ces thématiques seront abordées plus en détail dans la journée. Et donc, c'est à travers ces thématiques qu'on va essayer de répondre à cette problématique du renforcement de la démocratie. Et donc, pour ce faire, on aura 4 interventions successives. Donc, la première en vidéo préenregistrée d'Eri Rasson, de l'ONG Ivoirary. Deuxièmement, Iné Van Severen de Civicus, par Zoom. Ensuite, John Ramiandrariv de la FES. Et enfin, Jessica Ranouef de l'EISA. Donc à qui je donnerai la parole successivement. Et enfin, on procédera aux échanges, au débat, où chacun pourra s'exprimer librement et pouvoir faire fructifier ses questions et avancer sur cette problématique de la démocratie à Madagascar.
Voilà, donc je vous remercie de m'avoir écouté et je pense qu'on peut à présent regarder la vidéo de Eri Rasson, si c'est possible, de l'ONG Ibrar. Oui, donc merci beaucoup Gaël Borja. C'est vraiment un honneur de participer à cette table ronde, cette première table ronde qui va ouvrir une série de tables rondes sur les différentes thématiques qui a été suscitée. Et il y a d'abord, avant de commencer à projeter cette vidéo dont on avait parlé Gaël tout à l'heure, je pense que cette vidéo, quand on était à la Jeune Chambre internationale, cette vidéo, juste un instant que je vérifie ça. Sinon, en attendant, donc, je préfère passer la parole à Ayn ou à Jessica en attendant. Juste un instant. Alors peut-être que Jessica est là en présentiel, il me semble, ou Bonjour à tous et merci encore aux organisateurs de Havry de nous avoir associés à cette rencontre d'importance. Merci Gaël pour la parole. Je m'appelle Jessica Ranouef, je suis la représentante de EISA à Madagascar et on nous a demandé d'intervenir aujourd'hui sur les différentes actions qu'on mène ici en termes de promotion de la démocratie. Donc parmi les programmes que nous menons ici depuis 2007, nous avons un appui particulier aux femmes décideurs, aux femmes membres des partis politiques, aux femmes membres de la société civile. Mais depuis 2015, nous avons initié un programme d'appui au Parlement qui consiste d'une part à appuyer le travail des femmes parlementaires et d'autre part à promouvoir les interactions entre les parlementaires et la société civile, notamment au niveau des circonscriptions. Et je vais peut-être dans mon intervention parler uniquement de cet aspect du travail. Comme je disais, l'objectif c'était de renforcer les liens entre les organisations de la société civile au niveau local qui n'avaient pas nécessairement accès à leurs élus, le palais de Timazaz étant à Tana, et de permettre de donner l'espace à ces organisations pour émettre aussi leur opinion, transmettre aux parlementaires un certain nombre d'informations sur ce qui se passe dans les circonscriptions pendant les périodes où ils sont en session notamment. Et l'autre objectif était aussi de pacifier, entre guillemets, la relation entre la société civile et les parlementaires en mettant les uns et les autres face à leurs responsabilités respectives. L'idée, c'était de permettre aux parlementaires aussi d'avoir un espace pour expliquer aux organisations de la société civile quel était leur rôle, quelles étaient les missions qui leur étaient confiées au niveau de l'Assemblée nationale. Évidemment, les attentes étaient différentes puisque les discours au moment des propagandes politiques sont différentes. Donc, c'est normal qu'il y ait une demande aussi de la part de ceux à qui on a promis un retour, mais au-delà de ça, il s'agissait aussi à travers ces dialogues, il s'agissait surtout aussi de convaincre les parlementaires que la société civile était un relais privilégié entre eux et les électeurs. Donc, on a mené comme ça 6 dialogues sociaux dans 6 régions différentes. Les thématiques sont décidées en amont par les organisations de la société civile. On a par exemple parlé du cas des eaux contaminées dans la région Anouz. On a parlé avec les députés de la précédente législature des cas de problématiques autour de la vanille dans la région Sava. Et à la fin de chaque dialogue, on a un plan d'action commun qui est dressé par les organisations qui participent et les parlementaires pour le suivi
d'un certain nombre d'engagements qu'ils décident ensemble. Donc en termes de relais d'information auprès des citoyens, mais aussi de contrôle de l'action gouvernementale sur ces questions-là par les parlementaires. C'est peut-être un des exemples les plus réussis qu'on a traités, puisque par la suite, les députés eux-mêmes ont initié ces dialogues avec dans leurs circonscriptions respectives. Malheureusement, et comme on le sait, il y a aussi beaucoup de défis sur ces questions en termes de démocratie, parce que il y a d'une part l'absence de culture de redevabilité de la part de nos élus, et je pense que le fait qu'ils soient considérés par exemple comme des Raïmanjane, dans certains dialogues, certaines personnes vont avoir du mal à s'exprimer puisqu'on ne contredit pas un Raïmanjane, et les élus sont des Raïmanjane. Donc, notamment, ça a été un défi pour les OSC dirigés par des jeunes, puisque les jeunes vont être interpellés notamment par les parlementaires eux-mêmes en disant « mais on est vos parents, on va prendre soin de vous, il n'y a aucune raison qu'on vous fasse du mal. C'est comme ça, c'est dans notre culture ». L'autre défi, c'est plutôt lié je vais dire, une guerre de leadership, entre guillemets, ou une guerre de légitimité entre les parlementaires et la société civile sur qui doit représenter la population. Et je pense que nous tous, en tant qu'acteurs de la société civile, on a déjà eu au moins une fois au cours de nos actions cette interpellation de la part des élus, et je le dirai en malgache, donc à quel moment, comment je veux dire, ça rend un peu difficile le dialogue, parce que on se dit tous, on se place finalement comme deux acteurs, pas complémentaires mais adversaires, dans cette légitimité à représenter les citoyens. Donc ça aussi c'est un vrai défi. L'autre défi auquel on est confronté lorsqu'il faut mettre en place ces espaces de concertation, c'est les frontières qui sont souvent poreuses aussi entre les acteurs de la société civile et les acteurs politiques, parce qu'on a eu, du moins, j'ai l'impression que ça change ces dernières années, mais on a eu pendant un long moment des chefs de file d'organisation de la société civile qui ont été cooptés par les partis politiques. Et malheureusement, cet aspect-là est utilisé par les parlementaires pour dire mais pourquoi on vous serait redevable puisque de toute façon vous voulez notre place. Donc vous voulez discuter avec nous pour vous donner un certain nombre de visibilités pour ensuite vous présenter contre nous à une élection donnée. Ça c'est peut-être les aspects négatifs, mais comme je le disais tout à l'heure, enfin pas forcément des aspects négatifs, mais en tout cas des défis qui restent à relever, la compréhension du rôle et de la place de chacun, la compréhension de cette complémentarité entre la société civile et les élus, qui ont à leur niveau chacun des informations clés pour les citoyens et qui doivent du coup se compléter pour qu'on ait des informations les plus larges et les plus justes possibles. Je crois que, comme disait la présidente de l'Assemblée nationale tout à l'heure, depuis l'année dernière, il y a une réflexion qui est en cours au niveau de l'Assemblée nationale et les partenaires comme EISA, la FES, on continue de les appuyer pour que se mettent en place justement ces structures de concertation de manière plus formelle et de manière peut-être plus spontanée de la part de la société civile. Et c'est un appui qu'on continuera à mener aussi jusqu'à la fin de cette législature. Je m'arrêterai là peut-être pour les explications et je répondrai à vos questions par la suite s'il y en a. Merci. Merci beaucoup, Jessica Ranoué. Alors, du coup, peut-être qu'on peut visionner la vidéo. Oui. Et façon, oui, elle est prête ? Oui, elle est prête. D'accord. Bon visionnage à tous. सर आपके लिए उस पार कार का इंतजाम किया है सर आइए सर चल
गया मेन शो। I hate this country. कुछ करो ना। मैं वहां जाके क्या उखाड़ लूंगा? कैसी जाने बूंदे आई, जाने कैसा दर्द लाई, सामने क्या है ये तेरे, क्यों रुका है तू बता दे हो। तुझको पार लेगा, कौन होगा वो मसीहा, वो जिसे तू ढूंढता है, वो ही है तू वही है। तुझ में तेरा रास्ता है, तुझ में तेरा है सहारा, तू ही तुझको पार लेगा, तू ही है तेरा किनारा। तुझ में तेरा रास्ता है, तुझ में तेरा है सहारा, तू ही तुझको पार लेगा, तू ही है तेरा किनारा। Je pense que de belles images valent 1000 mots. Cette vidéo était en indien. C'est une vidéo qui s'est passée en Inde. C'est un tournage qui a été une campagne qui a été lancée en Inde. C'est une vidéo que nous, au sein de la Jeune Chambre internationale, nous avons l'habitude de montrer pour montrer ce qu'est réellement un citoyen actif. Donc, pour récapituler, je pense que vous avez vu tous ensemble le contenu de cette belle vidéo. C'est l'histoire, comme d'habitude, il y a un enfant, il y a tout le monde, on va aller tous au travail, et comme par le plus grand des hasards, il y a un arbre qui bloque la route, et chacun d'entre nous, on se dit que on n'a pas la capacité d'agir par rapport à tout ça. Il y a un grand arbre. Alors, le titre de cette vidéo, c'était « The Tree » ou « L'arbre ». Donc, la question aujourd'hui, c'était quel est votre rôle dans la promotion de la démocratie. Donc, moi, en tant qu'ONG Ivrac, et je peux donc aussi représenter la plupart des organisations de la société civile qui sont actuellement présentes aujourd'hui. Notre plus grand problème, notre arbre aujourd'hui, c'est la démocratie. Comment renforcer cette démocratie? Et c'est cet arbre que nous, organisations de la société civile, peut-être que on peut se dire que quelque part, on est un petit citoyen. Mais en fait, la société civile, ça commence par chacun d'entre nous. Et aujourd'hui, comme la plupart d'entre vous me connaissez, j'aurais pu faire beaucoup de statistiques, mais je pense que je vais m'en tenir à un message assez clair et concis, c'est que, premièrement, la société civile est avant tout un agent positif. Et vous avez vu donc à travers cette vidéo que il y a plusieurs paraboles, plusieurs métaphores qui peuvent être reprises à travers cette vidéo. Elle est toute simple. C'est que la société civile, elle commence par chacun d'entre nous. C'est un collectif de citoyens. Et pour que la société civile se crée, il y a d'abord un citoyen qui commence à se dire il y a un problème dans la communauté. Et il commence à aller vers ce problème, cet arbre, comme vous l'avez vu. Et il commence à résoudre. Et petit à petit, il y a des gens qui viennent l'aider, qui se fédèrent pour l'aider. Et comme vous l'avez vu à travers cette vidéo, ceux qui l'ont aidé, ce sont les gens les jeunes qui avaient le même âge que lui, les enfants, ceux qui, pour la plupart, ont cette naïveté, cette naïveté, je dirais naïveté de croire que c'est possible, que l'impossible n'existe pas. Donc c'est nous, ça commence donc par un citoyen
et qui se regroupent par un citoyen actif. Et il y a plusieurs citoyens qui se regroupent et qui forment des organisations de la société civile et qui peu après, quand ils voient qu'il commence à y avoir beaucoup de jeunes qui arrivent et viennent les gens avec un peu plus de force, ils se rendent compte. Et pour moi, cette vidéo représente réellement ce qu'est la société civile. Et cette vidéo, je voulais la montrer aujourd'hui parce que en ce moment, on tend à dire que la société civile, et comme Jessica l'avait dit, il y a quasiment presque une limite assez dérangeante entre ce que fait la société civile et la sphère politique. Et donc, moi, je voulais revenir par rapport à cette vidéo parce que je pense l'esprit même de la société civile, c'est tout à fait cette vidéo. Quelqu'un qui trouve un problème au sein de sa communauté, qui ne cherche pas nécessairement, qui ne cherche pas une fin politique à tout ce qu'il veut, ça, c'est la société civile. Donc excusez-moi, mais tout le monde n'est pas forcément destiné à être sur une place politique. Donc, néanmoins, je ne dis pas que participer à la politique est une mauvaise chose, en soi c'est un droit, mais à la limite, la société civile, elle commence par cet intérêt, cette volonté d'apporter un changement positif. Donc je continue le petit métaphore, comme vous l'avez vu. Par contre, que la société civile, c'est-à-dire le petit jeune, le petit naïf, il a commencé à faire bouger avec quelques organisations de la société, quelques partisans, le grand arbre qui semblait au départ impossible à faire déplacer. C'est une assez belle métaphore pour dire que tout est possible. Mais à part cela, je ne sais pas si vous avez remarqué que de l'autre côté, il y avait quand même des agents de police qui étaient censés agir dans ce cadre bien précis. C'était à eux de régir la circulation et il faisait chaud et d'un coup il pleuvait. Mais donc à ce moment-là, il y avait quand même une certaine responsabilité de ces gens-là. Ça peut ne pas être le cas tout le temps. Il y a quand même des agents qui collaborent, qui travaillent bien au sein de l'administration. Mais bon, de façon générale, c'est le constat que nous, on peut dire. Donc, il y a des gens qui ne nous aident pas du tout en tant que membres de la société civile. Et nous, on ne veut juste qu'aider. On ne veut pas forcément attendre tout le temps du côté de l'État. Donc, c'était ça le principal message. Enfin, néanmoins, on est un agent positif et à la limite, quand on essaie de travailler, quand on essaie de dire dans les voies officielles, etc., etc. Et c'est là que nous, on est quelque part censé interpeller à travers notre rôle de watchdog, parce que quelque part, en amont de tout ça, on est observateur de la vie publique, observateur de tout ce qui se passe dans le pays. Parce que le citoyen, l'organisation de la société, c'est un collectif de citoyens, c'est un collectif de gens qui s'intéressent à la vie publique, qui s'intéressent et qui commencent à vouloir comment faire entendre leur voix. Pourquoi pas par la collaboration avec l'Assemblée nationale et les parlementaires par rapport aux différentes associations. Donc, mais il faut quelque part faire un lien, faire un pont entre les représentations existantes. Et c'est là que, quand personne ne nous écoute, que sortent les communiqués, que sortent les interpellations qui nous forcent forcément à dire les choses qui doivent être dites. Et c'est là que généralement on nous traite de voix dissonante de l'opposition. Et là, je dis carrément non, c'est une voix discordante qui doit s'élever pour dire ce qu'il en est, parce que auparavant de cela, il a été un agent positif, il a essayé de travailler, de collaborer avec tous les acteurs, mais qu'à un certain moment, il arrive qu'il faut le dire, donc c'est là la limite. Et c'est là, je pense, que je dois insister, et que en dehors de cela, la législation, la Constitution et la législation en vigueur donnent également l'opportunité, le droit à la société civile de faire des recours, de porter plainte par rapport au cadre de corruption, par rapport aux requêtes devant le Conseil d'État. Et c'est ce que nous avons fait durant les différents cas récemment. Donc quand on fait ce genre de choses, c'est pour protéger les droits des citoyens en premier. Mais je rappelle, le principal message que je souhaite partager aujourd'hui, c'est que la société civile, avant tout, est un agent positif. Il a trouvé un arbre, un problème, c'est le renforcement de la démocratie qui se perd petit à petit à Madagascar. Force est d'admettre que la démocratie se perd petit à petit, surtout en ce contexte d'urgence sanitaire.
Voilà, je pense pour ma part, Gaël. Merci beaucoup, Erasson, pour ton intervention très intéressante. Est-ce qu'on peut passer à la suite pour avoir le temps de débattre après? Est-ce que Madame Ine van Severen est là sur Zoom pour intervenir? Oui, je suis ici. Bonjour, bienvenue à vous. Merci, merci. Vous avez la parole. Merci. So I did make a presentation, but I can't share my screen. Donc j'ai préparé une présentation, mais c'est pas possible de partager mon écran. Alors là, il faut peut-être que, si tu as la main sur Zoom, est-ce que tu peux autoriser Ine à partager son écran? C'est bon, l'équipe de techniciens sur le coup. C'est bon, l'équipe de techniciens est en train de donner la main à Ine. Alors, je ne sais pas si je prononce bien votre nom. Est-ce que c'est Ine van Severen? Ouais. Je vais faire la présentation en anglais. Mon français est loin d'être parfait. J'espère que ce n'est pas un problème. Alors, j'essaierai de résumer à l'issue de la présentation, si ça va pour tout le monde. Pour ceux qui ne comprennent pas bien l'anglais, je vais essayer de résumer. Ok, merci. Hello to everyone. Many thanks for the invitation today. It's a pleasure to be here. I'm going to speak a little bit. I work for an organization called Civicus. We are based in Johannesburg, South Africa, and we work internationally, and we work to strengthen civil society around the world. Today, I work specifically for the Civicus Monitor. That's an online platform that tracks civic space developments in countries around the world. And today, I'm just going to give a couple of trends on civic space in Africa. We understand under civic space the freedom of expression and access to information, the freedom to peaceful assembly, the freedom to protest, the freedom of association, and the state's duty to protect, which also means the protection of human rights defenders and journalists. So we have a rating system. So we use different sources to get to a rating system for countries, how open civic or how closed civic space is. We also work with more than 20 regional research partners who give us information on civic space developments in the different countries. That all together, we rate countries going from open, which is the best category in which civil society has the opportunity to do their job, basically, over to narrowed, obstructed, repressed, and closed. Globally, so around the globe, only 3.4% of people live in countries where civic space is open. More than 87% of people around the world live in countries where civic space is repressed or closed. And we've seen the repressed category grow bigger year after year. So this is how it's around the globe.
So I'm going to give a couple of trends in on the continent, in Africa, in sub-Saharan Africa, and in particular. Yeah, you see the map of Africa. Only 2 countries have a civic space where that is rated open, and you can't see them on the map because they're island states of Cape Verde and Sao Tome and Principe. Then there are 6 with a narrowed category, 14 with obstructed category, 21 repressed, and 6 closed. As you can see, Madagascar's civic space is rated as repressed. So every year we make an annual report called People Power Under Attack, which is also available in French. I can share that with the organizers. And in December, we downgraded 4 countries, especially in Francophone West Africa. Côte d'Ivoire, Guinea, Niger, and Togo all went from obstructed to repressed. This was recently, Benin also went from obstructed to repressed. This kind of shows how close the respect of these fundamental freedoms, these civic freedoms, are related to democracy, because all those 5 countries had elections, elections that were highly contested, with power holders trying to, in most of those countries, trying to hold on to power, and the quality of democracy in those countries, except Niger, definitely went down. There were 2 upgrades, Sudan and DRC. That has to do with a new administrations that promised to put in new to respect freedoms. We still have to see it. Sorry? Okay, then the top 5 violations of civic freedoms in Africa. The first one is the detention of journalists. That is compared with previous years. This is a new one, and it's quite prominent. So journalists are getting. There are a couple of top jailers on the continent, like Cameroon, Sudan. South Sudan and Somalia. But journalists also often get arrested or detained when they're covering protests. Journalists that report on sensitive topics, such as corruption, for example, also regularly get detained, especially in countries where the civic space rating is repressed or closed. Now with COVID-19, the pandemic, we also saw a lot of journalists being arrested for covering the pandemic. Then the second one is protest disruption. This often goes hand in hand with the excessive use of force by police or security forces, and detention of protesters. Now, last year was a big year it was a protest year, the year of protests. 2020 wasn't that different. We've seen mass protests, for example, in Mali after the elections took place, which was followed by a military coup. Nigeria, people went to the streets. Sorry, Ayn. Just one second. We can see what you actually sharing on the screen. Could you please share it fully, please? Oh, you can't see it. Yeah, we can't see it. We can see it, but not full screen. Yeah, that's it. Like, can you press on the pictures so we can see them full screen? Okay. Can you see it now? No. We still have like all your 9 pictures. Oh,
Wait, let me see if I can. Okay, let me otherwise share it, because I don't know, I'm probably in the wrong. We have a page with all your PowerPoints, but we Wait, let me try something. Excuse me. We would love to see it as a diapo, please, in every picture, like you present the one picture as a diaporama. Thanks. There. Yeah, that's it, Ina. Thank you very much. Sorry, we transitioned to Microsoft Teams. I'm so confused about sharing screens now. So yeah, protest disruption. I was talking about a couple of protests that were happening on the continent. And the third one is censorship. We've seen internet being shut down in a couple of countries, especially in relation to elections, like in Guinea or Burundi, but also when a mass protest is planned in some countries, they have shut down the internet to prevent people from protesting. Another way of censoring civil society and media is by suspending media outlets. Some countries are notorious for it, like Gabon. And then, let me see on my and then the adoption of restrictive laws that lead to censorship. For example, in Nigeria, you have the social media bills that try to limit freedom of expression online. And in Niger, there was an adoption of a bill that allows authorities to intercept communication from citizens. Then maybe because 2020 has been a year of COVID-19 pandemic, we also tracked violations that have been taking place under the name of COVID-19. Of course, in a health emergency, international law allows for certain limitation of rights to take place. But these need to be necessary and proportionate and non-discriminatory. So what we've seen, besides the arrest of journalists, which we've seen in Chad, Niger, Cote d'Ivoire, Ghana, Nigeria, and the banning of protests due to COVID-19, we've also seen a lot of, in the area of freedom of expression, the use of restrictive legislation. Botswana, for example, which has a narrowed civic space rating, did that, as well as Swatini. Censorship and restrictions on access to information. We've seen a couple of countries who have restricted access to even COVID-19 data by for example, Tanzania has denied the existence of COVID-19 in the country for a long time, and media outlets that even try to report on COVID-19 in the country, some of them were suspended, and then yeah, that's about it. Of course, not everything was bad, and maybe relevant for your discussion today. Some positive news came as well. So Namibia and Gambia, both of those countries are close to freedom, access to information laws, and Ghana kind of approved the Right to Information bill in 2019.
And especially in Gambia and Ghana, it's been civil society groups who have been pushing for years to get those laws approved, or these bills, tabled at the National Assembly. That is it from me. Thank you very much, Ine van Stereven. Je vais rapidement résumer pour ceux qui n'ont pas bien compris. Donc, elle représente une organisation internationale qui s'appelle Civicus, qui est basée à Johannesburg et qui, en fait, fait du monitoring, c'est-à-dire qu'ils ont une plateforme qui permet de savoir un petit peu la vitalité des espaces civiques à travers le monde, et notamment en Afrique. Et donc, ils ont des informateurs à travers le monde, des membres de la société civile, qui leur permettent en fait de dresser un peu un panorama de ce qui se passe dans le monde. Et donc, elle a dit que il y a dans le monde, is it what you said, Ine, it's 3.5% of people in the world who live in countries where it's where the civic space is closed or no, is open. Yeah, 3.4% of people. Yeah, the worst categories. So 3.4, only 3.4 are open. Are open. Donc, en gros, ça vous donne un peu une idée de la difficulté, en fait, d'avoir un espace civique dans le monde. Il y a seulement 3,4% des habitants de notre planète qui vivent dans des pays où l'espace civique est libre, où la société civile est libre. Seulement 3,4%. Et elle avançait le chiffre de 70% de gens qui vivent dans des pays où l'espace civique est réprimé ou complètement étouffé, en fait. Elle dit repressed or closed. Et en fait, cette répression envers la société civique, envers l'espace civique, augmente au fur et à mesure des années, selon donc Civicus. Elle note qu'en Afrique, en Afrique subsaharienne, il y a seulement 2 pays qui ont un espace civique, une société civile qui est libre et ouverte. Can you let us know again, what countries, the 2 countries in Africa where civil society is free? You said Sao Tomé and Cabo Verde. Cape Verde. Ah, et Cap Vert, et le Cap Vert. Donc Sao Tomé et Cap Vert, donc on n'a que 2 pays en Afrique où la société civile est libre, et sinon, on sait, ce sont des pays où soit la liberté est restreinte, soit il y a des répressions, des obstructions à cet espace civique. Civicus a un rapport annuel, je ne sais pas si tout le monde m'entend bien, il publie un rapport annuel qui s'appelle Le pouvoir du peuple menacé, Power of People in Attack, Under Attack, elle a dit, et qui fait un peu l'état des lieux de la société civile dans le monde. Et en fait, elle dit que quand la société civile est un peu bâillonnée, ça a des répercussions sur la démocratie. Parce qu'on se rend compte que dans les pays où la société civile, où il y a une obstruction, en tout cas de l'exercice de la société civile, les élections sont souvent fortement contestées. Voilà, elle nous dit aussi que par exemple au Soudan ou en République démocratique du Congo, la nouvelle administration au pouvoir a promis de faire un effort en faveur du respect des libertés. Et en gros, elle dénote en fait dans la majeure partie des pays d'Afrique, une violation des libertés qui consiste une de ces violations majeures, c'est l'entrave à l'exercice journalistique. On a des journalistes qui sont détenus, qui sont emprisonnés au Cameroun, au Sud-Soudan, en Somalie. Il y a des journalistes en Afrique qui sont arrêtés parce qu'ils couvrent des manifestations. Ou alors on tente de les corrompre. Elle dit que depuis la période de la pandémie de Covid-19, il y a beaucoup de journalistes qui ont été arrêtés pour avoir couvert la pandémie. Elle note aussi un excès de l'usage de la force par la police, par exemple, qui empêche des manifestations, qui empêche des manifestations de se tenir.
Et pourtant, on a eu beaucoup de manifestations en 2020. Alors, je vais quand même lui demander, Ine, you were talking about the year of protest. Were you talking about 2019 or 2020 when you were talking about year of protest? 2019 was a mess, like a lot of protests around the world. The next year, last year wasn't so different, despite the pandemic. All right, but it was repressed. In some countries, I was talking about Africa, yes, the examples I gave, like Nigeria, Mali. Yeah, these were repressed. Ok, donc elle confirme que le 2019 a été une grande année de manifestations en Afrique et 2020 aussi, sauf qu'il y a eu dans certains pays une entrave en fait à cette liberté de manifester. Ensuite, il y a ce que Civicus remarque également, c'est la censure qui se fait sur Internet. Il y a un accès à Internet qui a été fermé dans certains pays, en Guinée, au Burundi, notamment en période électorale, donc soit c'est voilà une censure qui s'opère en période électorale, soit pour empêcher les citoyens de manifester. Il y a eu des interdictions de médias pour des médias d'émettre. On connaît ça à Madagascar, au Gabon notamment, elle le note. Et il y a eu des adoptions de lois restrictives envers les médias. Donc notamment au Nigeria, par exemple, une loi sur les réseaux sociaux a été votée. Donc pour réduire la liberté d'expression en ligne, voilà, au Nigeria, au Niger également, il y a eu ce genre de loi qui est passée. Et en fait, elle dit, et je pense que c'est des constats qu'on peut voir aussi à Madagascar, c'est que sous couvert d'état d'urgence, de pandémie, eh bien il y a des violations envers les droits de liberté d'expression qui sont en fait opérés. On a des arrestations de journalistes au Ghana, au Nigeria, des interdictions de manifester. On a l'utilisation, la mise en place de lois restrictives. Elle parle de limitation de l'accès à l'information et notamment, elle donne l'exemple de Tanzanie où il y avait carrément une restriction à l'accès des données sur le Covid. Voilà, avec des médias suspendus, des médias interdits, et puis une impossibilité d'avoir accès aux infos sur le Covid-19. Je pense ça peut faire écho aussi à ce qui se passe à Madagascar. Et elle dit, finalement, il y a quand même une petite note positive dans 2 pays, en Namibie et en Gambie, où il y a eu des efforts qui ont été faits dans l'accès à la liberté de l'information. Il y a eu une loi qui est passée au Ghana qui s'appelle la Right to Information Bill. Donc c'est une loi pour le droit à l'information. Il faut quand même rappeler que c'est un droit fondamental. Hein. Et parce qu'il y a eu des députés en fait des membres de la société civile qui ont poussé pour que des lois soient adoptées au Parlement au Ghana. Donc il y a quand même des initiatives qui ont porté leurs fruits. Donc voilà, si je peux résumer un petit peu l'intervention de Madame Ine van Severen de Civicus. All right, so I summed up what you said. I hope it was it corresponded to what you said. So we will see later for the questions. Et I will translate questions to you if people have some. Donc je traduirai du français à l'anglais pour Ine si vous avez des questions sur l'état des lieux de Civicus. Je vous remercie beaucoup, Ine, et je vais peut-être maintenant passer la parole à John Ramianjarif de la FES, qui doit être parmi vous. Oui, merci Gaël de m'avoir donné la parole. Je réitère les salutations à tous. Je me nomme, comme il a été dit, John Ramianjarif. Je suis coordonnateur des projets à la FES. Donc pour répondre en fait au thème concernant le rôle de la FES dans la promotion de la démocratie à Madagascar, j'aimerais quand même parler un tout petit peu de la FES et vraiment quelle est la mission de la FES ici à Madagascar pour pouvoir ensuite voir les raisons d'être de nos actions ici à Madagascar. Donc la FES, Friedrich Ebert Stiftung, est une fondation allemande, l'une des plus vieilles parce qu'elle va bientôt avoir 100 ans.
Elle a été créée suite à la mort de Friedrich Ebert, le président élu démocratiquement durant la République de Weimar en Allemagne. Donc FES a été fondée en 1925. Cette personne, c'est-à-dire Friedrich Ebert, était une personne qui était très engagée dans tout ce qui était syndicalisme. Il a rejoint aussi le parti politique SPD, Démocratie sociale d'Allemagne, où il a été élu après en tant que député d'abord au Reichstag. Ensuite, il a pu devenir le président du Reich sous la République de Weimar. Donc, de par en fait sa vision, ses valeurs, qui étaient surtout la justice sociale, tout ce qui était solidarité, tout ce qui était aussi la promotion de la démocratie sociale. Donc, la Fondation a hérité de ces valeurs-là. Et nos actions qui s'éparpillent à peu près dans 100 pays, essentiellement en Afrique, nous essayons de faire cette promotion de la démocratie sociale. À Madagascar, la FES a été implantée depuis la proclamation de l'indépendance, ça fera à peu près maintenant 60 ans. Il y avait un petit laps de temps où elle a dû arrêter ses activités entre 1975 à 1988 à cause de l'orientation politique du gouvernement qui était à l'époque. Donc là, FES, actuellement, toujours dans cette mission de promouvoir la démocratie sociale, a 12 programmes dont essentiellement favorisent les dialogues entre les parties prenantes. Nous avons par exemple le programme de Youth Leadership Training Programme, qui est un programme de relève, c'est-à-dire que il y a des jeunes qui ont de la vision pour le développement de Madagascar, il y a des jeunes leaders qui veulent aussi être vecteurs de changement au sein de leur organisation source. Donc la FES les appuie, que ce soit en développement personnel, que ce soit aussi en des thématiques très précises, des thématiques aussi politiques, pour qu'ils soient vraiment cette catalyseur de changement au sein de la société. Donc ça, c'est l'un de nos programmes phares. Nous avons aussi le magazine Politica, qui, on va dire, un magazine qui permet aux jeunes, aux personnalités politiques, publiques, de s'exprimer, de donner des avis par rapport à la situation de la nation. Donc, il faut savoir que les dialogues que la FES initie, ce sont surtout des dialogues avec des pluralismes d'idées, c'est-à-dire que tout le monde peut exprimer leurs idées par rapport à leur perception de tout ce qui est gouvernance dans le pays. Donc le magazine, on favorise surtout l'expression des jeunes dans ce magazine. Et parmi les 12 programmes, je vais aussi prendre celui de la coopération parlementaire parce que c'était l'exemple qu'a pris Jessica tout à l'heure et c'est aussi l'un des programmes, on va dire, qui reflète le plus cet dialogue entre citoyens et élus. Et donc, à partir de là, je vais aussi vous dire les défis dont nous avons surmonté depuis maintenant 4 ans, parce que le programme a duré maintenant 4 ans. La coopération parlementaire avec l'Assemblée nationale et le Sénat et la FES tend à on va dire, à renforcer le parlementarisme ici à Madagascar par diverses activités qui permettent en fait quelque part de redorer l'image de ces institutions. Nous avons l'audition publique, qui est aussi, je pense que l'EISA aussi a opéré de cette manière-là, c'est-à-dire que on prend des propositions de loi et des projets de loi qui doivent être débattus avec la société civile, avec les citoyens. Donc de cette manière-là, il y a un peu plus de consultation avec les parties prenantes. Les citoyens peuvent apporter leurs avis, donc les élus peuvent amender les lois qui sera discutées. Donc notre objectif, en fait, c'est d'accompagner les parlementaires à ce qu'ils assurent leur rôle en tant qu'interpellateurs de gouvernement, mais surtout aussi d'assurer ce rôle de législateur. Parce que le plus grand défi actuellement, c'est de multiplier ces travaux législatifs. On voit un peu plus de projets de loi qui rentrent, mais très peu de propositions de loi qui rentrent au sein de la chambre basse que la chambre haute. Donc c'est un peu en fait leur donner l'outil, leur donner le nécessaire, appuyer même techniquement les parlementaires à ce que eux ils peuvent formuler aisément en fait tout ce qui est loi qui puisse refléter vraiment la réalité dans leur circonscription, mais surtout dans la nation.
Donc ces dialogues-là, tous les activités autour de cette coopération parlementaire sont surtout sur la base de dialogue entre les citoyens et les élus. La particularité de ce programme, peut-être, c'est qu'on s'est aussi focalisé sur le rôle particulier du Sénat, des sénateurs, qui est de représenter les collectivités territoriales décentralisées, mais aussi en tant que représentants des acteurs socio-économiques. Donc nous engageons des dialogues dans les circonscriptions, dans les régions, avec les élus locaux, mais aussi avec la société civile qui se trouve dans les régions pour parler des politiques sectorielles ou des politiques publiques. Donc à partir de là, le Sénat, les sénateurs sont accompagnés à ce qu'ils formulent vraiment, qu'ils assurent ce rôle d'interpellateur de gouvernement, de représentants des forces socio-économiques à travers des expertises qui sera élaborées durant ces rencontres avec les citoyens. Donc je vais peut-être m'arrêter là, mais s'il y a des questions relatives à cela et un peu plus en détail, je suis ouvert à répondre à vos questions. Merci. Merci beaucoup pour votre intervention, Monsieur John. Alors, je crois que la table ronde se termine aux alentours de midi. Du coup, on a à peu près une demi-heure pour échanger ensemble, pour s'interpeller, débattre, émettre des propositions pour améliorer à tous notre rôle dans le renforcement et la promotion de la démocratie. Donc, du coup, je donne la parole à qui veut. N'oubliez pas de vous présenter et votre organisme avant d'émettre votre remarque ou de poser votre question. Voilà, sentez-vous libre. Voilà, donc je peux traduire en anglais aussi si vous avez des questions pour Ine de Civicus. Nous, dans la salle, on peut poser des questions et aussi ceux qui sont sur Oui. Zoom. On vous entend, hein, oui, on vous entend dans la salle. Alors, peut-être, je vais commencer par poser une question. Alors, peut-être, je vais lancer les hostilités. Tout à l'heure, j'avais écouté attentivement l'intervention de Jessica, de Leïsa, et vous parliez d'initiatives de la société civile pour interpeller les parlementaires sur certains sujets. Vous avez parlé notamment des eaux contaminées dans la Noust ou de la vanille dans la région Sava. Et est-ce que vous avez vu des résultats? Est-ce que du coup ces interpellations, ces échanges entre la société civile et les parlementaires ont permis d'avoir des résultats concernant par exemple les eaux contaminées ou la problématique de la vanille dans la Sava? Merci Gaëlle. C'est peut-être la première limite à ce type de dialogue, disons, entre parlementaires, puisque leur rôle va se limiter ensuite à demander des comptes au gouvernement sur l'état des lieux, par exemple, de la problématique des eaux contaminées ou sur les problèmes sécuritaires autour de la vanille. Donc la limite même des rôles des parlementaires sur leur capacité à agir fait qu'on a des limites sur cet aspect-là. Quelles actions elles peuvent mener. Alors, ils peuvent mener. Alors, ce qui est fait généralement, c'est que les engagements sont décidés ensemble, les rôles sont répartis. Donc, il y a une partie des rôles, par exemple, à titre d'information sur qu'est-ce qui s'est passé réellement par rapport aux eaux usées, qui est transmise aussi par la société civile aux parlementaires, puis les parlementaires vont demander des comptes, mais souvent, ce qu'il va se passer, c'est on n'a pas obtenu d'informations, les portes sont fermées. Donc, je crois qu'il y a là un autre problème en matière de démocratie, et ça fait aussi partie du rôle de EISA auprès de l'Assemblée nationale et du Sénat, c'est cette relation un peu déséquilibrée entre l'exécutif et les députés et les sénateurs. Ce rôle fait que, comme les députés ne sont pas conscients du pouvoir, ne sont pas nécessairement conscients du pouvoir qu'ils ont sur l'exécutif, mais aussi parce qu'il y a des dynamiques politiques qui vont au-delà du rôle du Parlement, on se retrouve finalement dans une réponse plutôt politicienne, pour parler
parler sincèrement, parce qu'on est là aussi pour améliorer les choses, et c'est malheureusement la limite des actions avec les parlementaires, mais c'est tout le sens de ces programmes, toute la nécessité de ces programmes d'appui, de travailler avec ces acteurs qui sont des acteurs clés, mais qui ne sont pas toujours outillés pour exercer leur rôle efficacement, qui ne sont pas toujours outillés pour surmonter la problématique on peut s'unir en tant que parlementaire au-delà des lignes politiques, puisqu'il y a des intérêts qui vont au-delà des lignes politiques. Je prends l'exemple de l'égalité femmes-hommes, peut-être je bascule sur une autre thématique, mais vraiment pour dire que les parlementaires aujourd'hui ont encore du mal à faire valoir leur rôle parce qu'ils ont du mal à surmonter les positions politiques. Donc on va avoir par exemple un certain nombre de femmes parlementaires, elles sont d'accord pour l'égalité, les autres parlementaires aussi, mais si leurs partis politiques ne sont pas d'accord, ils ne vont pas réussir à surmonter ces divergences politiques. Donc c'est tout le sens qu'on donne aussi à ces programmes, c'est de leur montrer quand ils sont face à ces dialogues et qu'ils sont face à leur impuissance de dire maintenant, constitutionnellement, vous avez X, Y rôles et vous pouvez les faire valoir et les exercer de telle manière pour obtenir les résultats que vous n'obtenez pas aujourd'hui. Alors évidemment, ça va prendre beaucoup de temps encore, mais c'est un travail sur lequel, c'est quelque chose sur lequel on continue de travailler avec les parlementaires aujourd'hui. L'efficacité de leurs actions. Merci. Merci beaucoup Jessica. Peut-être que quelqu'un a une question. Alors je crois que je vois un signal de main levée. Alors Carlo Merla de Faneng, c'est ça? Vous souhaitez parler? Oui, bonjour, merci de bonjour. La parole. Oui, très bien la traduction de l'anglais, super. Oui, non, j'ai une question très intéressante, le débat, j'ai une question un peu pour les panélistes, en effet c'est deux, je me rappelle pas le nom de la première qui a parlé, mais disons là, il a soulevé une question très intéressante par rapport à cette dynamique avec l'Assemblée nationale, c'est-à-dire cette peut-être malentendu autour disons, du rôle de la société civile, en effet encore, que on se bagarre pour une représentativité qui n'a pas lieu à être, disons. Et la vidéo qui a montré Eri, ça parle clairement du rôle. Alors, est-ce que il y a encore peut-être une conception un peu trop traditionnaliste, disons paternaliste de la société civile, qui restait ancrée peut-être un rôle un peu d'aide aux populations vulnérables et pas vraiment d'engagement dans toutes les dynamiques de gouvernance, pour essayer de profondiser la démocratie, trouver des solutions innovantes au développement. Est-ce qu'il y a encore beaucoup à faire sur cela, soit à l'intérieur de la société civile, mais surtout dans la relation avec les autres acteurs? Ça, c'est un peu ma question. Où on est à Madagascar sur cela? Merci beaucoup Carlo Merla de Faneng. Alors est-ce que l'un des intervenants peut répondre à ça, c'est-à-dire est-ce que le côté traditionnel, paternaliste, peut-être de la société malgache empêche de faire avancer les choses? Est-ce qu'il y a encore beaucoup à faire sur ces questions? Est-ce qu'il n'y a pas une sensibilisation à faire sur un changement de mentalité pour pas percevoir peut-être les représentants de l'État comme des Raya Manjen, comme disait tout à l'heure, je crois que c'était Eri. Ouais. Donc voilà, est-ce que c'est un frein quelque part, cette conception traditionnaliste et paternaliste de la société malgache? Oui. Peut-être Oui, c'est un frein énorme au développement de la démocratie en général, parce que ce soit au niveau de la société civile, au niveau des parlementaires, que ce soit au niveau des collectivités territoriales décentralisées, j'ai l'impression, et c'est l'impression qui est confirmée, je pense, que c'est des petits rois. Au niveau des CTD, il y a encore cette mentalité que quand il y a le respect en premier lieu, mais à la limite, ce respect se transforme un tout petit peu comme au temps de la royauté où on respecte un peu trop à outrance les chefs,
de l'administration. Et c'est là, je pense que devrait intervenir la société civile, parce que on doit essayer de renverser la tendance, parce que par exemple en termes de redevabilité, quand on demande où est passé l'argent public, là c'est le public, c'est le citoyen qui doit réclamer en tant que citoyen où est parti l'argent les deniers publics. Et c'est là le problème, parce que au niveau, peut-être que nous, moi en tant que société civile, j'ai déjà cette mentalité que non, on peut changer cela. Je n'ai aucune honte à poser des questions directement aux dirigeants. Où est passé ceci, cela, c'est un problème. Mais au niveau local, au niveau des communes, au niveau des régions, je pense que cette audace, elle n'y est pas encore. Donc je trouve que c'est un grand problème. Et l'équipe de la FES, je pense, à un certain moment, a fait une étude sur ça. Ils ont parlé du rayamangénisme. Donc c'est un fait encore avéré à Madagascar, même en notre ère, c'est qu'on donne beaucoup de place aux dirigeants traditionnels, donc et aux aînés. Et cette chose, ce fait est peut-être que je m'aventure à dire des choses assez dangereuses, mais je le dirais quand même, elle est également valable au sein de la société civile, c'est-à-dire qu'on respecte autant plus les aînés, et on n'a pas assez de place pour les jeunes, et je pense que c'est d'autant plus vrai. Et quand on se réfère d'autant plus aux femmes, c'est encore une problématique. Parce que les jeunes c'est un autre problème, mais les femmes c'est encore un peu plus loin. Donc du coup, quand on voit des jeunes qui ont l'audace de parler, c'est une bonne chose. Il faut les inciter à parler. Mais quand on voit encore un peu plus les femmes parler, là c'est mieux quoi. C'est un point amélioré. Et là pour résumer, le rayamangénisme, cet état d'esprit de dire que les aînés ont la priorité, même si c'est une valeur typiquement malgache. Je trouve qu'en ce moment, il faudrait essayer de la mettre à jour. Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, mais qu'il faut essayer de voir d'évoluer dans son temps pour pouvoir faire participer les jeunes et essentiellement les femmes qui constituent la majeure partie de la population malgache. Merci. Voilà. Merci. Oui. J'aimerais rajouter quelque chose par rapport à ça. Merci. Je pense qu'il y a pas mal de personnes qui veulent parler. D'accord. Il y a des questions à venir. Hein. Très bien. Juste pour éclaircir en fait ce système parfois de validation qui nous handicape aussi, même dans nos actions en tant que partenaires. Il y a 2 ans à peu près, nous avons accompagné aussi la société civile dans l'élaboration du code de déontologie pour les parlementaires, des élus. Tout était bien allé. Il y avait des consultations, il y avait aussi l'appropriation au niveau des députés. Un député même s'est proposé en fait de présenter ce code de déontologie au sein de l'Assemblée nationale. Mais arrivé à partir d'un stade où on les soumet, à partir de là, il y a ce système qui est presque inconscient en fait finalement de ce rayamangénisme. Parce que là, on rentre dans la latence qui dit que pour le moment, il faudrait d'abord consulter un tel chef parti politique, tel chef de commission, président de commission. Donc là, on rentre dans l'engrenage qui se remarque aussi dans tout ce qui est administration publique, ce système de validation qui parfois nous handicape lorsqu'on veut avancer plus vite. Donc parfois, nous aussi, en tant que partenaires, on se plie parfois à ce genre de modalité, et c'est ça aussi peut-être le danger, et surtout pour vous, société civile, parce que on pense que c'est peut-être acquis, mais il faut attendre. C'est un peu ça le langage lorsqu'on arrive à ce stade-là. Donc peut-être que quelque part il faut. Oui, voilà. Merci beaucoup. C'est très pertinent tout ce que vous dites. Malheureusement, j'aimerais que tout le monde puisse peut-être s'exprimer. Il y avait Madame Lalaine Rangiarman. En plus, on parle de femmes et de leur place dans la promotion de la démocratie, de femmes jeunes. Donc, on vous laisse la parole, Lalaine. Merci tout le monde. Donc, je suis Lalaina, je suis la coordonnatrice générale de l'association Liberté 32. Liberté 32, comme vous le savez déjà, c'est une association qui promeut la participation politique des jeunes et aussi des femmes dans ce qui est la démocratie. Donc, j'ai eu un positionnement, mais j'ai aussi des questions pour John et pour Jessica. C'est par rapport au
rayamandjanisme que R a dit tout à l'heure. Je pense que le rayamandjanisme, dans le sens, c'est plutôt bien sûr, je ne suis pas d'accord avec le rayamandjanisme, mais je pense qu'il manque quand même des dialogues intergénérationnels à Madagascar. Donc, je pense qu'il y a une rupture de dialogue entre les jeunes et les aînés, parce qu'il y a toujours cet conflit intergénérationnel, non seulement dans la société civile, mais aussi dans les partis politiques, dans tout ce qui est engagement à Madagascar. Donc, je dirais que pour pouvoir engager un peu les jeunes, non pas seulement les jeunes, mais les femmes, les citoyens en général à Madagascar, il faut penser à revoir cette culture, cette structure intergénérationnelle, et surtout, quand tout à l'heure Gaël a dit qu'il faut changer de la mentalité, je pense qu'il faut s'investir de plus dans l'éducation formelle, non seulement non formelle, parce que la plupart de la société civile font des éducations non formelles, mais du fait qu'à Madagascar, il y a encore beaucoup de personnes qui sont illettrées et qui ne sont pas vraiment en mesure de lire ni de s'engager à lire tout ce qui est document, tout ce qui est l'engagement des citoyens. Donc, je pense qu'il faut investir beaucoup plus dans l'éducation formelle pour que les gens s'y prennent un peu, parce que déjà c'est un pays très pauvre. Et pour qu'il y ait donc un mixage de ce que la société civile fait déjà actuellement et de ce que l'État fait actuellement à travers l'éducation formelle. D'accord. Ma question maintenant pour... Oui, votre question là, oui. Ma question maintenant pour John et pour Jessica. Comment évaluez-vous donc la participation des femmes pour Jessica et des jeunes pour John d'ici 10 ans, parce que vous investissez beaucoup déjà dans ce qui est jeune. Les femmes, comment voyez-vous cela dans 10 ans? Est-ce qu'il y a encore à y croire? Merci. Merci Lalaine. Donc peut-être Jessica sur l'évolution de la participation des femmes à l'exercice démocratique. Merci beaucoup Lalaine aussi pour la question. Je pense que oui, ça fait effectivement un moment que EISA particulièrement travaille sur la question de la participation politique des femmes. Vous dire qu'on n'a pas d'espoir, ce serait dire qu'on n'a plus besoin de travailler, qu'il faut arrêter maintenant. Et je pense que le constat n'est pas aussi négatif. Mais la stratégie a changé. La première, c'est comme on dit, et on revient toujours à cette question de rayamandjanisme etc. Mais en fait, la femme aujourd'hui, elle est placée au même rang qu'un enfant dans nos structures traditionnelles locales. Et quand Carlos Merla disait tout à l'heure est-ce qu'il faut plus de sensibilisation? Oui, il faut plus de sensibilisation, mais peut-être qu'il faut changer les stratégies de sensibilisation. Récemment, on a fait une étude justement sur cette place, la place des femmes et la confiance qu'elles peuvent accorder, la confiance que la communauté peut accorder aux femmes dans le cadre des instances dirigeantes. Et finalement, on a discuté avec des femmes au niveau des communautés rurales et elles nous ont dit il faut vraiment qu'on fasse la différence entre le RAF Panzakan, c'est-à-dire les structures étatiques, les structures publiques, et les rafts traditionnels en fait. C'est-à-dire que on arrive et on sensibilise et on dit les femmes ont le droit de participer, il faut qu'elles participent. Oui, il faut qu'elles participent, mais quelle est l'étendue de cette participation? Quelle est l'étendue de la prise de parole? Et je pense qu'au lieu de tout le temps dire la culture ne laisse pas l'espace à la femme, la culture ne laisse pas la place aux jeunes, c'est de travailler justement en partant des bases de cette culture pour dire vous voyez qu'on a finalement une société qui peut se structurer et qui peut être inclusive de tous les points de vue. Alors dans 10 ans, je serai plutôt optimiste pour ma part, mais il y a un travail à faire de manière un peu plus poussée auprès des partis politiques, puisque ce sont les partis politiques aujourd'hui, finalement, qui structurent les dynamiques d'action des femmes, notamment parlementaires, comme je disais tout à l'heure. La difficulté d'adoption de la loi sur l'égalité des sexes aujourd'hui, ce n'est pas les femmes parlementaires nécessairement qui n'en veulent pas, ce sont des lignes politiques qu'elles ne veulent pas surmonter et qu'elles ne peuvent pas surmonter puisqu'elles sont adoubées d'abord par des partis politiques et qu'elles obéissent d'abord aux lignes de leur parti. Merci beaucoup, Jessie.
Je crois qu'il y a une question dans la salle. On m'a notifié une question dans la salle. Sentez-vous libre, allez-y, présentez-vous. Niaina, directeur exécutif d'AMC Statao et coordonnateur technique de l'Observatoire des élections SAFID et du mouvement Ngui. Nos constats, en fait, puisque depuis 3 ans actuellement, nous, au sein de SAFID et de Ngui, on engage beaucoup de débats au niveau des parlements, que ce soit pour les lois sur les élections, que ce soit pour à la fois donc les lois sur les finances publiques, la loi des finances particulièrement, et la loi sur les intérêts vraiment communautaires des gens, sur la loi sur les fonciers. Et on rencontre le même problème que c'est pas beaucoup, à mon avis, au niveau des parlements, un arrangement politique, mais vraiment, à mon avis, une malcompréhension de ce qu'est l'intérêt public ou l'intérêt des électeurs. Par exemple, dans une loi sur le foncier, on sait que cette loi va beaucoup affaiblir les citoyens qui ont voté un député dans une zone rurale, mais ce député va encore voter cette loi. La loi sur la dernière loi, par exemple, sur loi des finances, la loi des finances initiale 2021, pour un état d'urgence sanitaire, le budget de la santé a diminué. Mais tous les députés ont encore voté cette loi. Et je pense que c'est beaucoup plus à la fois cette peur de surmonter la crainte par rapport à l'arrangement politique, mais je crois également qu'il y a également une malcompréhension vraiment des intérêts généraux. Et si dans la société civile, on travaille pour que ces députés puissent mieux comprendre leur rôle vraiment par rapport à l'intérêt, c'est un peu le défi. Et ma question peut-être c'est de partager un peu, si Vicus pourrait partager un peu les pratiques dans des pays comme l'Afrique du Sud sur comment la société civile engage les parlements par rapport à ces différentes lois cruciales pour le pays, quelles sont les bonnes pratiques qui pourraient être partagées? Ine van Severen, are you there? Yes. Yes, there's a question for you. Someone wants to know what's going on in South Africa, how the civil society proceeds to how can I say that, to help laws to be implemented through parliament. How do you have like advice for us regarding how civil society works in South Africa, for example, and to push for laws in favor of freedom of expression or democracy? You know, do you understand the question? I hope I translated it well. So I don't actually cover South Africa, but what I do know is, first of all, South Africa has a narrowed civic space. I'll put my video on. So it has a narrowed civic space, and civil society, what I see at least, they often work in coalitions. So even with the COVID-19 pandemic, there was a coalition that worked on the rights of citizens, especially during the lockdown, which we had from April, I think, for 2 months. Okay, or perhaps maybe you have like other initiatives in other countries where it works well, like how civil society and parliament work together to implement, to push for laws in favor of democracy. Or for example, from Ghana. South Africa, but in other countries where it works well, according to you? To find champions in the parliament, members of parliament that are, you know, like that are with you. Like we like to call them champions. Yeah,
I know in Nigeria, for example, one of my partners actually had that relationship with the member of parliament, or sometimes it's also members within the government that can help you push things forward. That's one example. And then, civil society unites and coalitions on specific items. So it can be, like specific items, not just a loose coalition, but you could have in Ghana, for example, you had the coalition for the right to right information bill, and they've worked together to push through. I think that there's even a study done how civil society, how this law was pushed through. I can send that through in Ghana. Okay, excellent. Okay, I'm going to translate it. Thank you very much, Ina. Ok, alors excusez-nous pour l'échange en anglais. Donc en gros, elle dit que elle travaille pas spécifiquement sur l'Afrique du Sud. Donc du coup, elle n'a pas vraiment d'exemple précis de réussite, mais ce qu'elle sait, c'est qu'en tout cas, l'espace civique a été réduit en Afrique du Sud. Mais en fait, elle dit qu'il y a des pays où ça marche bien, qui qualifient de pays champions. Par exemple, au Nigeria, il y a une relation qui est assez privilégiée entre le gouvernement et des membres de la société civile, ou entre le Parlement et des membres de la société civile. Donc ça marche quand il y a vraiment une relation entre ces différents organes. Et ce qui marche aussi, selon elle, c'est qu'il y ait des coalitions spécifiques qui soient créées, c'est-à-dire pas des coalitions un peu générales où en fait ça englobe plein d'organisations de la société civile, peut-être sur plein de sujets, mais vraiment des coalitions plus spécifiques. Par exemple, il y a une coalition, je crois qu'elle parle du cas du Nigeria, où c'est une coalition qui a été montée pour le droit à l'information. Et donc, ils ont réussi à faire instaurer une loi dans ce sens. Et en fait, elle a dit qu'il y avait une étude qui a été faite sur comment cette loi a pu être passée au Parlement grâce au travail d'une coalition bien spécifique sur un sujet bien défini. Et elle a dit qu'elle pouvait partager cette étude si ça vous intéresse. Voilà. Est-ce qu'on peut passer peut-être à une autre question? Il y a peut-être une question dans la salle ou une remarque de quelqu'un? Sinon, je vais quand même répondre à la question de la line de Liberty 32 par rapport à l'implication des jeunes, parce que c'est quand même intéressant d'en parler. En fait, elle a demandé comment évaluerez-vous la participation des jeunes d'ici 10 ans. On peut quand même constater timidement qu'il y a un dialogue intergénérationnel qui s'installe, mais ça reste encore très cloisonné. C'est-à-dire que certains jeunes qui ont quand même cette prise de conscience essaient tant bien que mal de parler de la situation. Et de l'autre côté, il y a aussi ceux qui sont, on va dire, les leaders des partis politiques qui font mine d'écouter, mais qui ne répondent pas tellement à la question ou à tout ce qui est interpellation. Et c'est peut-être là le fondement même du problème, c'est les partis politiques qui sont à Madagascar restent en fait l'exclusivité des fondateurs. Ils ne laissent pas les jeunes, en fait, apporter je dirais entre guillemets, leur innovation par rapport même dans la dynamisme des partis politiques. Mais d'ici 10 ans, c'est encore quelque chose qui est à travailler. On assiste quand même à une génération qui est quand même un peu plus consciente, malgré que peut-être que c'est favorisé par l'accès à l'information, mais on voit quand même des jeunes qui se prononcent de plus en plus, qui adhèrent de plus en plus dans des engagements de la société civile, qui rejoignent aussi des partis politiques. Et on peut constater pour le régime actuel, déjà un tout petit peu, qu'il y a des jeunes qui sont dans des postes à décision quand même importantes. Donc oui, on voit quand même des jeunes qui commencent à s'imposer dans tout ce qui est participation dans le processus de démocratie, mais ça reste encore très timide et c'est peut-être là notre rôle en tant que partenaire de favoriser un peu plus. Nous, de notre côté, c'est la formation Youth Leadership Training Programme. Nous essayons de détecter ces jeunes qui ont vraiment cette prise de conscience et de les accompagner. Mais après, c'est toujours un choix individuel d'aller au-delà de ça. Voilà. Merci beaucoup, Ir. Il y a une question de Farah. Est-ce qu'elle est toujours là en ligne? Oui,
Alors, Farah, la parole est à vous. Bonjour, vous m'entendez? Oui, on vous entend bien. Oui, bonjour, très bien. Je suis Farah Marson de l'ONG qui est dans la lutte pour la corruption surtout et la promotion évidemment des cousines comme la redevabilité et la transparence. Tout à l'heure, il y avait un débat sur... D'abord, je remercie pour cette séance de ce matin parce qu'elle est très instructive et il n'y a pas de langue de bois du tout de la part de tous et nous espérons que Madame la Présidente de l'Assemblée nationale va faire ce qu'elle dit et je pense qu'il y a quand même il y a des espoirs si nous l'entourons. Maintenant, je viens dans le débat sur le évangélisme et tout. Il y a quelque chose qu'il faut rappeler à nous tous, à nous toutes, que ce soit la société civile, le simple citoyen, c'est le fait que la démocratie, c'est le pouvoir du peuple par le peuple, et c'est le pouvoir qui est octroyé par le peuple. Donc, cela veut dire quoi? Ça veut dire que ce pouvoir qu'on donne à nos élus et à ceux qui sont désignés est un pouvoir qui est prêté. C'est Faïfa na programme la neyan tunda na vofidija na votenj. Et cette vérité-là qui semble occultée aussi bien par nous, les gouvernants, les gouvernés, que les gouvernants, est vraiment négligée, alors que c'est évident que le pouvoir qu'on prête à tous les... dans une république, je parle, dans une démocratie, il est donné, il est prêté. Et donc ça, je voudrais qu'on rappelle ça. Nous sommes aussi de notre côté société civile, de notre côté gouverner, et non pas avoir une position de soumis, ne pas avoir des égards. Bien sûr qu'il faut du respect mutuel, bien sûr qu'il faut la courtoisie, mais il faut rappeler, et cela faciliterait de beaucoup la redevabilité, cette vérité, sauf si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Merci. Merci beaucoup, Farah. Il y a une réflexion qui me vient. Je me dis, est-ce que tout à l'heure, au niveau de Liberty 32, on parlait de peut-être inclure, par exemple, dans des programmes scolaires, ces notions de changement de modèle de société, peut-être de mentalité, de paradigme, de l'inclure plus formellement dans des programmes scolaires, par exemple. Et est-ce qu'il ne faudrait pas aussi sensibiliser les hommes et les femmes politiques à ne pas peut-être se considérer comme tout puissants, de croire que leur pouvoir leur est acquis et non prêté. Il y a peut-être aussi un travail à faire de ce côté-là. Tout à l'heure, vous disiez que il faut pas toujours attendre les politiques. Et est-ce que dans la promotion et dans le renforcement de la démocratie, on doit travailler main dans la main, est-ce que la société civile et les autorités travaillent main dans la main, ou la société civile avance seule et impose finalement impose la redevabilité, impose la transparence? Comment on travaille ensemble en fait finalement? Oui, c'est une très belle question et je pense que cette question sera très répandue plus précisément. Alors je ne sais pas si tout le monde m'entend, mais est-ce que vous pensez qu'il faille plutôt ne pas attendre, comme vous disiez tout à l'heure, un peu trop attendre de la politique, ou est-ce qu'il faut œuvrer pour que chacun soit sensibilisé et travailler plutôt main dans la main? Alors ceci est mon... rien attendre des politiques. Alors ceci est mon avis personnel, cela n'engage que moi, mais à mon humble avis, on ne peut pas toujours attendre l'État. Si on attend l'État à tout moment, donc on risque d'attendre jusqu'à ad vitam aeternam. Mais c'est un processus par contre où il faut toujours faire l'effort d'intégrer l'État en premier lieu. Parce que c'est l'acteur principal qu'il faut intégrer. Au moins, on aura fait l'effort de l'intégrer et qu'il soit au courant que telle activité, telle action est mise en œuvre. Et c'est ce que nous on fait en général. Quand on entre dans une communauté, on leur pose la question. On n'agit pas dans une communauté pour faire un projet qui tombe du ciel, mais on pose la question à la communauté: de quoi avons-nous besoin réellement, concrètement? Et c'est le problème de la plupart des projets qui sont mis en œuvre, et je mets le point là-dessus, parce que même si je suis société civile, je pense aussi qu'il y a des projets qui ne répondent pas nécessairement
aux besoins de la communauté qui proviennent de lignes de partenaires techniques et financiers. Et c'est, je pense, la différence de FANANC, qui est un fonds qui finance plutôt les initiatives de la société civile, identiquement pour l'ambassade de France. Mais donc, je pense qu'il faut toujours essayer d'avancer avec ou sans l'État. Et c'est là que le statut d'entreprise sociale, qui est une partie de la société civile, est apparu. La société civile doit essayer de s'adapter au fur et à mesure, et c'est mon avis. On ne peut pas tout attendre de l'État, parce que l'État, au stade où on en est, arrivera, je pense, au moins 10 ans à se rétablir, parce que nous sommes actuellement avec un appareil administratif qui est lourd, et le temps que ça prendra, et le problème de décentralisation se sera abordé tout au long du séminaire. Je ne répondrai pas ça immédiatement tout de suite, parce que c'est des thématiques pointues, mais le problème de décentralisation, c'est des problèmes qui disent que non, on peut pas attendre l'État tout de suite, mais c'est des travaux à faire en parallèle, essayer de renforcer la gouvernance au niveau de l'administration, c'est un travail à faire en parallèle, outre le fait d'initier des projets au niveau communautaire. Et les structures locales de concertation, je pense, et c'est l'objet même de ces structures locales de concertation, c'est d'instruire, d'initier les développements à la base, identiquement pour au niveau de l'éducation, par exemple, il y a les FIFI, des structures locales qui sont créées pour faire en sorte que la société civile puisse participer à la base. Et c'est ça. Et je pense que le gouvernant, le dirigeant, qui se rendra compte un jour que s'il sait utiliser la société civile à bon escient, arrivera à développer un pays très rapidement. Gaëlle, D'accord, merci beaucoup. Si vous permettez, j'ai peut-être un ajout par rapport à ou un ajout peut-être un point de vue un peu divergent par rapport à ce que Er disait, c'est de dire, est-ce que la société civile peut aujourd'hui avancer, et puis tant pis si les politiques n'avancent pas, mais n'oublions pas que ce sont les principaux acteurs, et que si eux ne changent pas, peu importe les changements que nous on fera à notre niveau et au niveau de nos communautés, ce sont finalement ces gens-là qui accèdent aux différentes décisions qui vont mener les différentes politiques. Et je pense qu'on a tout intérêt, comme disait même Naina tout à l'heure, on parle d'éducation citoyenne, n'ayons pas peur des mots, éduquons nos élus. Alors ça fait un peu condescendant peut-être pour eux de dire ok, on va vous éduquer, mais il y a beaucoup de députés, quand on est dans les sessions de renforcement de compétences avec eux, qui disent merci parce qu'il n'y a pas d'école pour devenir député. On ne peut pas leur réclamer de la redevabilité sans leur expliquer ce que ça recouvre, redevabilité. Et c'est d'autant plus important que nos partis politiques ici à Madagascar n'ont même pas pour la plupart d'écoles pour les partis, d'écoles de partis qui fait partie des structures qui doivent exister au sein des partis pour assurer cette politique de relève. Donc heureusement qu'il y a des programmes comme ceux de la FES qui aujourd'hui essaient de bâtir une relève politique, mais ces députés, ces élus qui soient nommés ou enfin qui passent par voie d'élection, ils arrivent sans finalement grand-chose de clair sur les missions qui sont attendues d'eux. Donc on est quelque part obligé de travailler main dans la main avec ces personnalités et dire on éduque nos citoyens, mais on éduque aussi nos représentants, et n'ayons pas peur des mots. Redevabilité, c'est quelque chose de nouveau. Le travail de la société civile en matière de gouvernance, c'est nouveau. Donc les gens, ce dynamisme de la société civile, il surprend les élus. Quelque part, ça leur fait peur. Donc c'est aussi cette incompréhension sur quelle est la légitimité de la société civile à intervenir sur les questions de gouvernance et à représenter le peuple, qui n'est pas compris par nos élus. Pourquoi vous intervenez sur quelque chose qui normalement nous appartient, et ça c'est à reclarifier, et il faut revenir là-dessus à chaque fois qu'il y a une discussion avec le Parlement, de dire nous ne sommes pas ennemis, nous sommes complémentaires et on a des rôles différents, mais on peut, comme disait Er, trouver un point de jonction pour que nos rôles finalement bénéficient à la communauté, parce que c'est l'objectif de tout le monde, que ce soit les élus ou nous en tant que simples citoyens, c'est le bénéfice
toute la communauté. Donc il y a un travail à faire main dans la main et j'insiste là-dessus. Il faut travailler avec les acteurs politiques pour qu'ils changent. C'est là que ça va commencer. Autrement, on va avancer plus vite. Ils seront toujours derrière et on restera dans le statu quo. Merci. Merci beaucoup, Jessica. Alors, il me semble que quelqu'un veut intervenir dans la salle. Est-ce on s'approche de la fin du débat, malheureusement. Ok, merci. Tout d'abord, je vais féliciter toute l'équipe des sociétés civiles avec les appuis de FANAIG et de l'ambassade de France pour la réalisation de ces séminaires. Je me présente donc, je suis Estelle Langiamas, la présidente du Conseil national des femmes de Madagascar, un organisme qui milite pour le respect des droits des femmes et en même temps la participation des femmes dans tous les domaines, que ce soit politique, économique, social. Le débat qui s'est passé tout à l'heure était vraiment intéressant et vraiment instructif. Je ne vais pas poser des questions, mais c'est juste des remarques et des ajouts. Tout d'abord, j'ai une remarque sur un fait, un constat que je crois qui bloque un peu le développement de la démocratie à Madagascar. C'est qu'il y a cette coexistence de deux pouvoirs à Madagascar. Il y a le pouvoir de la République, parce qu'on est dans un État démocratique. Il y a un président qui est élu par le peuple, mais en même temps, on ne peut pas nier le pouvoir des autorités traditionnelles. Et cela, on rencontre très souvent et on sait vraiment l'ampleur du pouvoir de ces leaders traditionnels. Donc, c'est vraiment un fait, un constat, une réalité à qui nous tous, des fois, on a du mal à s'y faire et à s'engager dans nos engagements respectifs. Mais comme expérience et partage des acquis, cette coexistence, dans une certaine manière, on pourrait bien l'exploiter. Si on a dit tout à l'heure sur les femmes, l'accès des femmes aux paroles, à s'exprimer dans la communauté, c'est vraiment dans notre culture. Et c'est écrit dans beaucoup de nos proverbes, Boulana Malagas, la culture des aînés aussi. Par exemple, Mananzu Kafankulanteni et tout ça. Donc, on n'a pas cette habitude de donner la parole aux plus jeunes et on réprime les plus jeunes. On dit souvent que les jeunes manquent d'expérience, que les jeunes agissent avec audace et pas avec beaucoup de réflexion. Donc, une porte d'entrée pour améliorer cette expression, que ce soit des jeunes ou des femmes, c'est d'intégrer ces leaders traditionnels parce qu'ils ont vraiment un pouvoir. Quand ils parlent avec la communauté ou le peuple, la communauté accepte leur autorité. Donc je dis que peut-être c'est à la fois un problème, mais c'est une porte d'entrée. S'il y a quelque chose qu'on veut que ça se passe au niveau de la communauté, c'est qu'on intègre ces leaders traditionnels. Parce que jusqu'à maintenant, c'est encore la réalité. Donc, il faut nous vivre avec la réalité. C'est une expérience, c'est ce qu'on fait avec le CNFM. Quand on fait la sensibilisation sur la violence basée sur le genre ou le mariage des enfants, parce que dans nos communautés, surtout rurales, ce sont des us et coutumes de tous les jours, de marier une fille à 14 ans, à 15 ans, à 16 ans. Donc, on intègre ces leaders traditionnels, on les sensibilise, les méfaits de ces coutumes, de fait de marier les jeunes bien enfants. Donc, ça a vraiment créé des réussites. Il y a des associations au sein de nous qui ont intégré vraiment ces leaders traditionnels dans leurs activités et ça a changé les lois de la société, mais pas la loi qui est écrite dans la Constitution ou dans les lois. C'est ça le problème que j'ai dit tout à l'heure, parce qu'on a la Constitution, on a les différentes lois, les codes, mais à côté,
il y a les lois de la société qui est très dure et qui est parfois difficile à percer. Donc, c'est un partage. Et deuxième remarque, c'est par rapport à... Oui. Oui, on vous écoute pour la deuxième remarque, deuxième et dernière remarque. Oui, la deuxième, c'est que, comme la Laine a dit tout à l'heure, c'est l'importance de l'éducation à Madagascar. On a survolé tout ça, surtout sur la participation des femmes et les jeunes, les parlementaires, les députés. On constate vraiment ce manque de compréhension, ce manque de droits, de connaissance de droits. Donc, j'insiste surtout sur l'appui à l'éducation à Madagascar. C'est seulement quelque chose qui va changer la société. Tout d'abord en commençant par diminuer le nombre d'analphabètes, mais de pouvoir donner de l'éducation plus poussée à toute la population, surtout aux jeunes filles, aux jeunes femmes, parce qu'on a souvent à laisser de côté les jeunes filles au profit des garçons. Donc ça, il faut changer. Comme Nelson Mandela a dit, c'est seulement l'éducation qui est l'arme la plus puissante pour changer une société et surtout pour lutter contre la pauvreté. Et pour terminer, surtout dans cette thématique de comment améliorer la démocratie avec nos actions des OSC. Donc, il y a cette solidarité à développer au sein des organisations de la société civile parce que on est beaucoup nombreux, on travaille chacun dans nos domaines respectifs et souvent ça manque de coordination et de réseautage. Donc, c'est ce qu'il faut développer. C'est vrai que ça commence, il y a déjà un réseautage, mais c'est par rapport à notre territoire qui est 22 régions, à la grandeur de notre territoire, le réseautage c'est encore minime, c'est encore timide actuellement. Donc c'est une proposition que je propose, surtout aux partenaires techniques et financiers qui nous appuient, de vraiment renforcer ces réseautages par rapport aux thématiques pour que les actions ne sont pas éparpillées et qui donnent difficilement de l'impact. Merci. Merci beaucoup. Je vais à présent donner la parole à Nyain. Est-ce qu'il m'entend? Je crois qu'il est en ligne, si je ne m'abuse. Je suis dans la salle. Ah, dans la salle, d'accord. Nyain, donc de M6 Tatao, qui sera le dernier à intervenir et qui va peut-être aussi nous peut-être un peu synthétiser les échanges de cette table ronde. Merci Nyain, à vous la parole. Merci Gaël. En fait, je voudrais répondre en fait sur les remarques. Pour la société civile, surtout les organisations de la société civile malgache, le mot-clé c'est vraiment actuellement d'oser et d'être plus agressif dans nos actions de plaidoyer, dans nos actions d'éducation citoyenne. Parce que si on pense par exemple à inverser la participation des jeunes et des femmes, il faut que ça commence par nous-mêmes. À M6 Tatao, on engage actuellement vraiment une réforme pour faire participer plus les jeunes. Et vraiment, on met en œuvre pour que les jeunes prennent de responsabilités au sein de notre organisation, mais dans toutes nos activités actuellement. On coordonne par exemple, parmi la coordination de AFRI, on a essayé vraiment de dire une ligne qu'il faut que les jeunes prennent un peu le leadership de AFRI au sein de la société civile. Si vous avez vu un peu ceux qui ont pris la parole, ceux qui se sont présentés dans toutes les vidéos, ce sont tous des leaders jeunes au niveau des organisations de la société civile qui émergent à travers les actions qu'on est en train de mettre en place. Dans le cadre de nos actions au sein du mouvement Rouille, actuellement, on va essayer de
renforcer les organisations de la société civile qui sont dans le mouvement pour avoir une gouvernance inclusive, pour engager plus de jeunes, engager plus de femmes et engager plus de personnes en situation de handicap dans le leadership de l'organisation, mais également donc dans les activités qu'ils vont mener sur terrain. Donc si on ne change pas nous-mêmes notre approche, on ne peut pas demander aux gouvernants et à l'État de changer d'approche, d'inclure les jeunes et les femmes. Donc c'est le message que je voudrais lancer aux organisations de la société civile actuellement. Il faut qu'on fait ce qu'on dit, on fait ce qu'on promeut, d'abord avant qu'on demande aux autres de faire. La transparence est un peu la même chose. Il faut qu'on le fait nous-mêmes, il faut qu'on s'engage nous-mêmes. La participation, il faut que ce soit d'abord à notre niveau. Donc c'est un peu le message clé. Après, il faut oser vraiment interpeller. Par exemple, tout ce qui est participation des femmes. Je suis un peu étonné, je dis toujours avec les organisations, les plateformes des femmes ou les organisations qui appuient des femmes, qu'il n'y a pas des interpellations journalières ou hebdomadaires adressées au gouvernement actuel qui a promis d'avoir des parités dans la gouvernance du pays et tout ça, mais qui ne l'a pas réalisé depuis actuellement 2 ans. Pourquoi les organisations de la société civile, femmes, n'osent pas continuer à interpeller continuellement sur ça? Vous avez promis parité pour la gestion du pays, il faut la réaliser. Mais c'est encore vraiment une peur vraiment de s'exprimer, une peur d'interpeller, même au niveau des organisations de la société civile qui travaillent spécifiquement pour l'autonomie des femmes. C'est un peu dommage, mais il faut travailler pour ça. Et il faut vraiment qu'on arrive à être agressif sur nos actions. Par exemple, la loi sur la parité. Il faut commencer maintenant. Si on veut avoir des maires il y a quand même des maires qui seront des femmes ou des maires qui seront des conseillers communaux. Il faut qu'on commence actuellement à avoir la loi sur la parité pour les élections futures 2023. Si on ne commence pas à faire ça, c'est sûr qu'on aura, même après 20 ans, la même participation. Actuellement, dans l'Assemblée nationale, il n'y a aucun jeune de moins de 30 ans. Dans le Sénat, il n'y a aucun jeune. Donc, si on ne change pas cette pratique-là, si la société civile ne fait pas, par exemple, on ne va pas voter des partis politiques qui n'intègrent pas des jeunes dans leurs candidats. Actuellement, on annonce déjà la couleur qu'on va se sensibiliser les citoyens dans ce sens. Il faut qu'on également éduque les partis politiques d'engager dans ce sens. Donc, c'est un peu ce genre d'actions osées que nous, au niveau des organisations de la société civile, devrions commencer à faire dès maintenant, si on veut changer de leadership. Et c'est un peu le message que je voudrais lancer. Avri est un commencement un peu de tout ça, puisque si vous voyez un peu les 3 thématiques qu'on a essayé de choisir pour cette année, ce sont vraiment les 3 thématiques qui sont vraiment cruciales pour la démocratie et la gouvernance du pays. Là, sur l'accès à l'information, participation des jeunes et des femmes dans les prises de décision et particulièrement donc la protection des défenseurs des droits humains et des lanceurs d'alerte. Si on arrive vraiment à insuffler des pratiques pendant ce séminaire qu'on pourrait continuer pendant les prochaines années, je pense que je suis optimiste d'avoir un peu des résultats assez positifs d'ici 1 ou 2 années. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Niaïn. Il y a beaucoup de belles idées qui ont été échangées. Je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. Malheureusement, c'était peut-être court. Certains voudraient peut-être parler, mais malheureusement, on est obligé de s'arrêter là. Il y a eu, voilà, si je résume un petit peu, il y a eu plein d'idées intéressantes, notamment de la line de Liberty sur sensibiliser dès le plus jeune âge, faire une sensibilisation, une éducation formelle. Voilà, il y a beaucoup de choses qui ont été dites dans ce sens-là. Il y a toutes ces questions autour du rayamandjénisme,
qui sont un obstacle finalement à l'exercice, à la promotion et au renforcement de la démocratie. Il y a ce mot de Niaï, oser interpeller, ne pas avoir peur finalement de s'exprimer. Moi, la question que je me pose, c'est peur de quoi en fait finalement? De quoi aurait peur la société civile en interpellant les dirigeants à qui on a prêté le pouvoir, comme disait Farah. Donc voilà, donc on est sur des problématiques de tradition, de société, de chefs traditionnels, comme disait tout à l'heure aussi une intervenante dans le public. Donc voilà, je pense que c'est toutes ces questions-là que vous allez pouvoir aussi continuer à développer dans la journée. J'espère que ça vous a tous apporté quelque chose. Je vous remercie beaucoup de m'avoir laissé être modératrice de ce débat qui était très enrichissant pour moi aussi. Et bonne continuation pour la suite des tables rondes. Merci beaucoup à tous. Merci. Je vous remercie pour notre participation qui était vraiment fructueuse. On arrive au terme de notre programme pour ce matin, mais je vais annoncer quand même les suites, parce que comme on a annoncé, ce sera pendant 3 jours. Cet après-midi, il y aura un débat sur l'accès à l'information. Ce sera en ligne via Zoom et live sur Facebook. Il y aura aussi des partages sur la transparence budgétaire appliquée à Madagascar à partir de 15h30 cet après-midi. Et pour jeudi matin, il y aura un débat sur les espaces, aux accès aux espaces de concertation. Plus précisément, on a fait une étude sur la participation de la société civile, des jeunes et des femmes dans la structure locale de concertation. Et après, l'après-midi, il y a aussi concernant la protection des défenseurs de droits de l'homme. Jeudi après-midi, ce sera la protection des défenseurs de droits de l'homme. Le vendredi matin, comme on a organisé un concours de plaidoyer par les jeunes, il y aura la séance finale qui se tiendra dans le bureau de Rouy en Batnakang. Et l'après-midi, ce sera la séance de clôture ici à l'hôtel Colbert. En général, ce sont les programmes qu'on organise durant ces 3 jours, mais on peut les consulter sur la page de Avory sur Facebook. Tonga amin'ny famaranana ary tsika, de mbola maro ireo programme atao mandritra ity 3 andro ity, izay afaka jerentsika ao amin'ny page Facebook ny Avory, fa mbola maro izy ireo, misy ireo ady hevitra isan-karazany izay atombontsika ny hariva, afaka arahana ao amin'ny page Facebook satria mandeha live ao. Rapitso maraina ihany koa mbola misy maraina sy hariva, ary ny zoma de mandeha ao ilay fifaninanana ataotsika tanora direct ny maraina, izany hoe ny famaranana, ary ny hariva de ny famaranana amin'ny fomba ofisialy ilay 3 andro amin'ity séminaire Avory ity. De manasa atsika hiroso amin'ny fialana etaeta ho atsika ato amin'ny salle, ary makasitraka atsika izay nanaraka tany amin'ny tambajotra serasera rehetrarehetra. Merci.